This phone is dead. What? They like the dark. Jay, any luck? Just a minute. There's nothing cute about them. They've come a long way, and they're hungry. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas enregistré et en même temps je suis hyper excité parce que c'est quelque chose que j'adore faire même s'il n'y a pas beaucoup d'écoute. Vraiment être devant son micro et parler cinéma d'horreur, c'est un truc que je serais excessivement fan et c'est quelque chose qui me remplit dans ma vie. Donc merci d'exister Internet, merci de partager cette passion. C'est fou, introspection dès le début comme ça. L'introspection est telle que j'en oublie les fondamentaux qui sont la politesse. Enfin, je veux dire les différents types de politesse parce que je viens de mettre fondamental au pluriel. Enfin bref, bonjour, comment ça va? Voilà, je viens de cocher la case pluriel. Petite vibes Noël aujourd'hui, j'adore ça. J'adore Noël, j'adore les films de Noël, j'aime bien les films d'horreur de Noël, même si j'en ai pas vu beaucoup. Et du coup, je me suis dit, on va combiner, on va faire... Parce que vraiment, j'adore les podcasts où il y a toujours un épisode Noël, où j'adore même tout ce qui possède un épisode Noël, parce que je le regarde à Noël, du coup, logiquement. Et ça me met dans la vibes Noël, peu importe le moment dans le mois de décembre. C'est un petit podcast un peu qui raconte des lores autour du Père Noël et tout ça, j'adore. Bienvenue. Merry Christmas à tous. J'espère que vous passez un agréable mois de décembre et que vous ne vous tabassez pas trop au film TF1, téléfilm Noël, même si ça fait manger beaucoup de techniciens. Bien évidemment, nous ne crachons pas dans la soupe. Mais nous, on va parler d'Absolute Cinéma. Je ne sais même pas ce qui est le mieux entre un téléfilm de Noël et ce que nous allons parler maintenant. J'ai ma petite idée en tête. Vous me direz ça à la fin du podcast. Parce que côté film de Noël, on est un peu gâté. Que ça soit en film se passant à Noël ou en film directement sur Noël. Parce que j'ai forcément en tête, moi, à chaque fois, c'est un débat. Les gens ils disent Die Hard, ce n'est pas un film de Noël. Pour moi, Die Hard est un film de Noël. Parce que ça se passe à Noël. Comme il y a plein de films d'horreur qui se passent à Noël, je pense à l'intérieur, Deuxième sous-sol, The Children. C'est des films qui se passent à Noël qui sont pas forcément sur Noël. Enfin, si, il y a forcément le repas et tout ce qui l'entoure, mais c'est pas directement lié au folklore de Noël. Mais ça se passe à Noël, donc pour moi, c'est un film de Noël. Tout ce qui te met dans l'ambiance de Noël est un film de Noël. Et mon film de Noël préféré, d'ailleurs, je pense, comme beaucoup de personnes ici, surtout si vous écoutez ce podcast, ça ne peut que être Gremlins de Joe Dante, de notre cher Joe Dante, j'allais dire national, mais absolument pas. Attention, je ne jette pas la pierre à ceux qui ont Home Alone ou autre comme film préféré de Noël, parce que, bien évidemment, moi je suis un grand fan de films d'horreur. Après, il y a cet éternel débat qui est est-ce que Gremlins est un film d'horreur? Je vous répondrai que oui, au vu de la filmographie stratosphérique de notre cher Joe Dante, qui est une filmographie qui est quand même assez marquée par l'horreur, même si elle reste minimaliste par certains instants. Elle est présente, donc pour moi Gremlins c'est un film d'horreur à part entière. Mais c'est vrai que niveau film d'horreur de Noël, on est peut-être un peu plus gâté ailleurs. Je pense notamment à Terrifier 3 qui a fait sensation l'année dernière à juste titre, parce que Damien Léon, pardon d'avoir tant méprisé Terrifier 1 qui est pas si ouf, on va pas se le cacher. Enfin bref, Terrifier 3 après un opus qui se passait à Halloween a pris le parti de se passer entièrement à Noël, se moquant d'ailleurs littéralement de côté religieux de Noël. Enfin bref, mastodonte Terrifier 3, vraiment très important. Mais bon, Terrifier 3 n'aurait probablement jamais existé si en 1974 un certain Bob Clark n'avait pas réalisé le film Black Christmas. Et là on y est parfaitement dans le thème Black Christmas, vraiment qui est considéré comme le premier slasher et qui est lancé le genre, même s'il y a un past de survival avec des films comme, si on remonte assez loin, Psychose, mais même avant Massacre à la tronçonneuse bien évidemment. Black Christmas est là, il est en place, le film il a beau avoir très mal vieilli pour l'avoir vu il y a pas si longtemps que ça, il a vraiment pas très très bien vieilli. Ces remakes ont l'air vraiment nuls, je les ai pas vus, je me jette la pierre, mais ils ont vraiment pas l'air ouf. Mais Black Christmas est là, et des films de Père Noël tueur, même si dans Black Christmas on voit pas trop que c'est un Père Noël si je me souviens, parce que j'ai dit que j'ai vu il y a pas longtemps, ça remonte quand même il y a quelques années. Et cette figure de Père Noël tueur est quand même assez récurrente dans les films d'horreur, c'est-à-dire qu'il y en a eu tellement des films d'horreur avec des Pères Noël tueurs. Je pense surtout à la saga Silent Night, Deadly Night, où il y a d'innombrables suites et qu'il faudra un jour un podcast de Noël si je continue ce podcast et si j'ai encore le temps, l'envie, et j'aurai toujours l'envie bien évidemment, mais si j'ai le temps je ferai un podcast sur les Silent Night, Deadly Night parce que ça rentre totalement dans les critères de Carnivoras. Enfin là n'est pas la question, mais bon il y en a plein des films de Père Noël tueur. Je pense qu'on pourrait faire une émission rien qu'en citant le titre de chaque film avec un Père Noël tueur. Ça prendrait peut-être 24 heures. Mais il n'y a pas que le Père Noël à Noël, grosse révélation, attention, mais aussi tout le folklore qui l'entoure. Et moi, un trauma d'enfance,
vraiment assez profond. C'est la Dame des Glaces dans Rudolph le petit renne au nez rouge. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé, il est peut-être un peu niche, mais il y avait une Dame des Glaces, peut-être que je l'associais inconsciemment à la Dame Blanche dont l'histoire résonnait dans notre cours de récré. Mais voilà, je sais qu'il y a tout un folklore qui entoure Noël qui peut terrifier justement même les jeunes générations parce que on n'est pas si éloigné que ça d'Halloween. D'ailleurs, moi j'ai un souvenir, j'étais quand même relativement vieux pour ça, mais il y a une génération qui a été traumatisée par le film Krampus. Je crois que ça doit être 2015 vers là, je n'ai pas noté la date. Mais en tout cas, ce film qui adapte le folklore, enfin la légende de Krampus. J'ai vu le film, je peux comprendre que ça terrifie certains jeunes, surtout que on arrivait dans une génération qui avait tendance à, enfin, on explosait déjà les limites de la limite d'âge et la censure, on l'explosait déjà, on regardait des films super tôt alors que fallait vraiment pas. Ça commence à partir de cette génération-là. Maintenant, il y a des jeunes de 15 piges qui vont voir Terrifier 3, enfin ça n'a plus trop de sens. Mais bon, ça c'est un autre débat qui mériterait un podcast à part entière sur une saga où on va. Pourquoi pas les Terrifier ou autres sagas un peu horribles. Je lance le concept ici, mais voilà, justement parler de cette désensibilisation à l'horreur et de cette ultra accessibilité. Mais bon, mettons ça de côté parce qu'aujourd'hui on est là pour s'intéresser à un autre personnage ultra présent dans ce folklore lié à Noël, et il s'agit de, attention, roulement de tambour, Jack Frost. Enfin, on y arrive. Alors il faut savoir que la première apparition datée de Jack Frost, elle est de 1734 dans un petit journal britannique, donc c'est une légende qui est anglo-saxonne majoritairement. Alors je parle d'une légende, mais paradoxalement, Jack Frost n'a pas une légende fixe à proprement parler. Tout le monde se met d'accord pour dire que c'est un esprit de la neige capable de créer de la glace à volonté, et que c'est d'ailleurs lui qui vient déposer les cristaux sur les vitres le soir de Noël, mais sa représentation à l'échelle mondiale n'est pas fixe, c'est-à-dire que dans certains pays on aurait tendance à l'associer comme un petit enfant farceur, là où dans d'autres pays ça va être un bonhomme de neige ou même carrément le Père Noël comme on va le voir plus tard. Alors Jack Frost c'est son nom le plus populaire, mais dans d'autres pays il va avoir le droit à d'autres appellations, comme par exemple en Russie où il a une très grosse cote de popularité, on en parlait tout à l'heure, c'est littéralement leur Père Noël, et il s'appelle d'ailleurs Morosko, ou Morosko, voilà je l'ai dit avec la voix très frêle, ou le Père Gel traduit en français, là où dans d'autres pays Jack Frost est carrément une femme, et tant mieux, girl power. C'est le cas en Allemagne où elle porte le nom de Frau Hall, qui est issue d'un conte de fées recueilli par les frères Grimm dans les contes de l'enfance et du foyer en 1812, qui prouve encore une fois que, au-delà de son caractère populaire et de sa surprésence dans mondial, Jack Frost est là depuis bien longtemps. Et d'ailleurs sa notoriété a été beaucoup poussée par sa présence dans les contes de fées, dans les romans, mais aussi dans la pop culture, dans les BD, dans les comics. Il a carrément son personnage dans les Marvel, il a son personnage dans les DC, c'est fou. Ce qui nous amène fatalement, j'ai peut-être un peu dirigé le récit, mais vers le prime de l'art, non je rigole, c'est un tout autre débat, mais oui, vers le 7e art et la représentation cinématographique de Jack Frost. Alors sa première apparition c'est en 1934 dans un court-métrage d'animation américain dont je vais pas me risquer à dire le nom du réalisateur parce qu'il est un peu imprononçable, mais nous ce qui va nous intéresser ça va être sa deuxième apparition en 1964 dans un film d'Alexander Roux. J'essaye de le dire d'une façon russe parce que oui c'est une adaptation du conte de Morosko comme on le voyait précédemment et du Père Noël en Russie. Pour vous la faire courte, c'est une sorte de Cendrillon, donc j'entends par là une femme qui se fait bully, femme de ménage et nettoie-moi, tout ça, qui va tomber sur le Père Noël et qui va se lier d'amitié avec lui, et un gars qui s'est transformé en ours parce qu'il a été méchant. Donc c'est un combo entre Cendrillon et Frères des ours, mélangé à une pâte russe, et vous avez Morosko, voilà, qui est un film qui est quand même hyper populaire en Russie, c'est-à-dire que dans les écoles, dans les foyers, ils le repassent quand même chaque année. Donc il faut le noter, et le film s'appelle du coup Jack Frost en Amérique. Même si ça n'a rien à voir avec le Jack Frost qu'on va voir aujourd'hui, un peu de culture ça fait pas de mal, surtout dans un podcast aussi débile que Carnivora. Ce qui nous amène en 1997, où c'est le sujet du jour, vous inquiétez pas, on va revenir en large, en long, en travers, en amont, en aval, tout ce que vous voulez sur ce film. Mais en 98, il y a un autre film qui sort du même nom que tout le monde va confondre. Même j'écoutais un podcast, c'était quoi, il y a quelques années, de TFTC, et qui ont confondu les deux films. Ils parlaient de deux en un. C'est un dash. Ces deux films sont un dash. Donc c'est un film de Troy Miller avec Michael Keaton, que je n'ai d'ailleurs pas vu et qu'il faut que je rattrape, et qui est pas très bien noté. Mais tout le monde le confond avec le Jack Frost de Michael Cooney. D'ailleurs, à tel point qu'il y a des gens qui pensent que c'est carrément une suite ou un préquel, ou que les deux films sont liés en tout cas, mais ces deux films resteront liés qu'on le veuille ou non. En 2006, il apparaît dans The Santa Claus 3, The Escape Clause, joué par Martin Short, et se battant contre le Père Noël Tim Allen, qui est donc la VO de notre cher Buzz l'éclair.
En 2012, il apparaît aux côtés du Père Noël, de la Fée des Dents, du Marchand de Sable ou encore du Lapin de Pâques dans le DreamWorks Les 5 légendes réalisé par David Lindsay Haber. Et je suis en train de jeter un petit coup d'œil à la filmographie de David Lindsay Haber. Et c'est fou parce que j'avais oublié que ce gars avait fait Robots, il a fait Les 5 légendes et il a fait Kung Fu Panda 4 qui n'est pas si bien. Mais il a surtout fait le Poltergeist, réalisé en tout cas le Poltergeist de 2015 qui est vraiment très mauvais. Il faudrait que je le revoie, je l'ai en DVD, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on n'est pas là pour cracher sur notre très cher David Lindsay Haber parce que je crois qu'il a travaillé d'ailleurs sur les New Generation, enfin Into the Spider-Verse et Across, donc on ne peut que respecter ces gens-là. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir de Jack Frost? C'est un gars qui fait de la neige. C'est Frozen, des Indestructibles sous Frozen. C'est Aokiji, c'est qui vous voulez, c'est le mec de Fairy Tail, j'ai oublié son nom. Bon, parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? Nous, c'est la personne de Michael Cooney. Donc pour l'instant, rien à voir avec Jack Frost parce qu'à la base, ce gars-là voulait être prof d'histoire géo, mais au vu de la déception de ses parents, qui eux étaient dans le monde de l'art, je pense qu'il a très vite fait le switch. Et d'ailleurs, ses parents lui ont donné 5 ans dans une acting school aux États-Unis. Donc je crois que c'était à Los Angeles, en Californie. Et Michael Cooney va découvrir là-bas que lui, ce qu'il kiffe, c'est vraiment au-delà d'être acteur, parce qu'en final, c'est pas vraiment ce qu'il veut faire, c'est l'écriture et le movie business comme il l'appelle, donc c'est-à-dire tout l'aspect production et le non-budget, les films à petit budget, c'est ce qui l'anime. C'est d'ailleurs pour ça que tout au long de sa carrière, il ne va réaliser que 2 longs métrages, on va voir pourquoi d'ailleurs il a été un peu forcé, mais lui tout ce qui l'intéresse c'est vraiment scénariste et prod, et je viens de toucher ma bouteille. L'idée du film Jack Frost vient en 1989 lorsque Michael Cooney, qui est accompagné de son co-scénariste Jamie Page lors d'un séjour dans un chalet en Californie, où ils vont tous les deux construire un bonhomme de neige qui va faire peur à la productrice Vicky Slonick. Et pof, voilà, l'idée de oh, ça serait marrant si on faisait un petit bonhomme de neige qui faisait peur aux gens et qui terrorisait tout le monde, et pourquoi pas qui tue, et après c'est un tueur, et ça vient de là. Voilà, aussi simple que ça, comme quoi les idées sont super simples. En fait, c'est super simple de faire du cinéma. Quelques années plus tard, ils vont commencer l'écriture de ce scénario et eux, tout de suite, ils s'imaginent le gros truc. D'ailleurs, il y a les films de Cameron, enfin Terminator 2 qui vient de sortir. Ils s'inspirent du travail de Abyss. Pour eux, c'est un film à gros budget, explosion Michael Bay dans tous les sens, 30 millions de budget. Ils vont carrément le proposer à Renny Harlin qui devait le réaliser parce qu'on est dans le début des années 90 et tout est permis. Et même à ce moment-là, Renny Harlin, ce n'est pas n'importe qui, même si ce n'est toujours pas n'importe qui. On reviendra très brièvement sur son injuste carrière en aparté tout à l'heure, mais Renny Harlin c'est quelqu'un qui sort de Die Hard 2 qui est la suite de Die Hard de John McTiernan, film de Noël, tous les chemins mènent à Die Hard, laissez-moi tranquille, c'est un film de Noël, enfin bref, Die Hard 2, on aura beau lui jeter la pierre, c'est quand même un très bon film haut du panier. Il ressort juste avant Die Hard de Freddy 4. On a beau lui jeter la pierre, c'est peut-être un des Freddy les moins populaires. C'est la fanbase l'appelle le MTV Clip. Mais moi j'aime beaucoup Freddy 4. Je trouve qu'il a quand même une certaine patte. Peut-être une des pattes. On parle pas de Freddy, qu'est-ce que je fais? C'est pas grave, on continue. Peut-être que Freddy 4 a une des pattes les moins ancrées de Freddy, c'est-à-dire les moins reconnaissables. Là où t'auras peut-être un côté un peu steampunk. J'abuse dans le 5 et dans Freddy 3, c'est un mastodonte, donc c'est vrai que peut-être que Freddy 4 fait un peu tâche, mais moi je trouve qu'il a toujours quand même un peu de charme ce Freddy, et ça restera toujours mieux qu'un n'importe quel opus d'un vendredi 13. Bref, nous digressons, revenons sur Renny Harlin qui est à ce moment là même dans les papiers pour réaliser un film avec Stallone qui est Cliffhanger, qui a l'air pas mal, que je n'ai pas vu. Mais voilà, un bon film d'action avec Stallone dans les années 90, faut quand même en avoir sous la patte, quoi. Et donc Renny Harlin se propose, en tout cas, est dans les papiers aussi pour réaliser ce qui va être Jack Frost. Sauf que à ce moment-là, Renny Harlin sort avec Gina Davis, et Gina Davis va donc naturellement lire le scénario de Jack Frost et va dire que c'est la plus grosse merde qu'elle ait jamais lue jusque-là. Et à partir de ce moment-là, grosse désillusion, c'est le downfall. Et malheureusement, c'est le monde cruel du cinéma, parce que quand Gina Davis ouvre sa bouche pour dire quelque chose, on l'écoute. Parce que Gina Davis, à ce moment-là, c'est Tootsie, à ce moment-là, elle a joué dans La Mouche, elle a joué dans Beetlejuice, c'est une actrice en pointe, elle va jouer dans Thelma et Louise, elle est partout, Gina Davis, à ce moment-là. Et malheureusement, quand Gina Davis parle, on l'écoute, et downfall. C'est le downfall, mais c'est pas fini, parce que dans ce podcast, on connaît les tréfonds du cinéma underground, les films fauchés, les films à sec, les films faits avec 3 boutons et 2 chemises. Et même si ce que je dis n'a absolument aucun sens, ce qui va suivre en est encore plus décousu. Assez marrant quand on parle de chemise. Faut que je m'arrête ici. Enfin bref, Michael Cooney va recevoir un coup de fil de Prism Entertainment qui est une société de production de films
encore plus en downfall que lui à ce moment-là. C'est pour vous dire, elle est en train de couler cette entreprise, mais comme jamais. Et Prism Entertainment va proposer à Michael Cooney de réaliser son film, mais avec comme contrainte de faire moins d'1 million de budget. Et tu dis ça à Michael Cooney, qui lui aime bien le non-budget et la production et qui est là-dedans. Il le disait en interview, mais on réfléchit même pas quoi, on fonce à 300%. Sachant qu'il y a un petit événement qui s'est passé, je sais pas où le placer dans la timeline, si c'est avant ou après le coup de fil de Prism, mais Michael Cooney, lui, il est revenu à Londres, dans sa ville natale, chez ses parents. Et l'élément que j'ai pas précisé précédemment, c'est que ses parents sont dans le milieu de l'art, certes, mais il faut savoir que son père, c'est quelqu'un qui est assez en place dans le monde du théâtre londonien, et il va proposer à son fils, Michael Cooney, d'écrire une pièce, parce qu'on sait jamais, et qu'il aime bien l'écriture, donc pourquoi pas, lance-toi mon fils, écris une pièce. Et c'est ce que Michael Cooney va faire, et il s'avère que cette pièce a eu un certain succès dans tous les théâtres à Londres, et ce qui va lui débloquer un chèque de 40 000 livres. Et donc direct il reçoit le chèque, il appelle ses coproducteurs et il leur dit on va faire un film. Donc si tu combines ces deux événements qui sont l'appel de Prism pour moins d'1 million de dollars et les 40 000 dollars, livres, débloqués suite à l'écriture de cette pièce de théâtre, Michael Cooney est refait, c'est reparti. Malheureusement, je ne saurais pas les placer dans la timeline s'il y a des gens qui peuvent m'aiguiller, qui sont des spécialistes de Jack Frost avec très grand plaisir. Et là, on arrive sur une de mes anecdotes préférées de ce podcast, parce que qu'est-ce qu'elle est croustillante celle-là. Il faut savoir que Prism Productions était du coup sur le downfall, comme je vous l'expliquais précédemment, mais je l'ai peut-être pas précisé à quel point ils allaient mettre les clés, rendre les clés, déposer le bilan, enfin c'était mort pour eux. Sauf que les coquins de Prism Productions, à ce moment-là, ils sont déjà en train de pré-produire 8 films. Donc leur compagnie de financement, elle est vraiment pas d'accord avec ça, elle va leur poser un ultimatum, et va leur demander de choisir 2 films parmi ces 8 films. Donc dans ces 2 films, il y aura bien évidemment Jack Frost, et le deuxième film choisi par Prism Productions est, roulement de tambour, le Procon 4, donc le 4e opus, le Procon in Space. Quelle horreur ce film d'ailleurs, comme tous les films le Procon, si on enlève le 3, mais relativement parlant, ils sont tous nuls. Quoique en vrai, le 4 et le 3, c'est peut-être les 2 meilleurs opus. Relativement parlant, encore une fois, c'est vraiment nul. Et là, vous vous dites, ah bah d'accord, Jack Frost et le Procon in Space, ok, 2 films de merde. Je vous rejoins jusque là, mais il faut savoir que du coup Jack Frost, c'est le film qui a permis à Michael Cooney de se propulser dans le monde du cinéma et de, bon même si c'est pas grâce à Jack Frost, on s'entend bien là-dessus, mais de travailler avec des gens comme James Mangold sur Identity. Et le Procon in Space, son actrice principale c'est Jessica Collins. Et ce film, le Procon in Space, va faire décoller aussi la carrière de Jessica Collins. Et il faut savoir que 15 ans plus tard, Jessica Collins et Michael Cooney vont se marier. Alors l'anecdote est là, je vous l'ai dit littéralement, c'est que Prism Productions, les 2 derniers films qu'ils vont produire avant de couler, vont propulser 2 carrières et se faire rencontrer. C'est fou la force du destin, se faire rencontrer 2 personnes qui, sans Prism Productions, n'en auraient sûrement été pas là, et c'était les 2 derniers films de Prism Productions. Voilà, si l'anecdote est chiante, n'hésitez pas à passer, si vous la trouvez bien, vous pourrez la raconter en repas de famille. Bref, tout le monde est content, mais revenons 15 ans dans le passé, là où Jack Frost est en train de se faire produire. Et là, c'est la 2e grosse désillusion, qui au final n'est pas une si grosse désillusion, parce qu'en fait, le tournage va se passer avec 0 budget. Bon, 0 budget, on s'entend, hein, c'est quand même dans les 500 000 à peu près, entre 500 000 et 1 million estimé, donc c'est quand même beaucoup pour un, pour un budget d'un film chroniqué dans Carnivoras. Mais ce qui veut dire 0 budget veut dire peut-être un peu moins d'intérêt, et la boîte de prod ne va pas être présente, ce qui va laisser une liberté totale à Michael Cooney et qui va se ressentir de toute façon tout au long du film de Jack Frost. On va quand même donner quelques petites anecdotes sur ce film avant de s'y attaquer, parce que ça va nous aider à comprendre toute la complexité de Jack Frost, j'abuse bien évidemment. Mais du coup, Cooney, Page et Stolnick, donc les 3 protagonistes de cette histoire, Stolnick c'est celle qui a eu peur du bonhomme de neige et Page c'est le co-scénariste, ils ont dépensé près de 50 000 dollars auprès d'une entreprise censée produire plusieurs versions de Jack Frost, mais elle n'a réalisé qu'un seul bonhomme de neige immobile de 2,4 mètres de haut, que l'équipe ont dû enlacer pour le déplacer. Enfin voilà, première désillusion, ce Jack Frost immobile de 2,4 mètres de haut. Tu t'imagines, tu te retrouves avec ça alors que tu viens de dépenser 50 000 balles. Ça fout le seum, mais c'est ce qui fait partie de la magie du cinéma. C'est vrai qu'en se perdant dans les anecdotes, on en oublie l'essentiel, mais le film, lui, il a été tourné en 94 pour une sortie en 97. On y reviendra, ça. Avec des chutes de pellicule, des restes de 30 à 90 mètres de bobine, de 300 mètres que les grands producteurs jettent. Et tout ça sur un total de 18 jours. Donc c'est quand même assez rush comme condition de tournage. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le film, lui, il a été tourné en hiver durant une année de sécheresse où
où il n'y avait pas de neige au sol. Faut savoir que la température sur le plateau a atteint les 21 degrés Celsius alors que c'était dehors en plein hiver. C'est assez fou de se dire ça, qu'il fallait carrément utiliser de la mousse et des cotons-tiges pour simuler la neige. Et le coton, lui, se salissait de plus en plus au fil du tournage parce que l'équipe n'avait pas de moyen de les remplacer. Donc on a de la neige complètement dégueulasse qui est faite en coton. Enfin, vraiment, c'est à la route. Oh, j'aurais jamais pensé dire ça, quelle expression de boomer. Dédicace à tous mes boomers sûrs, mais en tout cas, c'est un tournage qui est plein d'anecdotes, et ça, on va y revenir pendant la review de ce film. Mais d'abord, on va faire on va jeter un petit œil sur le casting. Bien évidemment, et on ne peut pas passer à côté, c'est le premier film de Shannon Elizabeth. Comme on le décrit ici, c'est sa première scène de nu avant ses implantations mammaires que tout le monde pourra voir dans American Pie. C'est vraiment les descriptions que j'ai vues un peu partout. Ça me terrifie. Vous êtes terrifiants, les gens. Donc Shannon Elizabeth, surtout connue pour son futur rôle de Nadia dans American Pie, mais moi ici, pourquoi je la connais et pourquoi nous la connaissons dans un des meilleurs films de l'univers, je pense, et je pèse mes mots, c'est Scary Movie, et c'est son rôle de Buffy Gilmore. Pour ceux qui la remettent pas, sa scène cultissime dans Scary Movie, c'est le moment où t'as le Ghostface qui arrive pour la tuer, qui est... Elle est là, elle reste stoïque, elle dit « Ah, donc c'est le moment où je dois prier pour ma vie, et c'est le moment où je dois casser ma jambe. » Et là, elle se casse la jambe, et à la fin, elle se fait couper la tête, et elle continue de parler, et le Ghostface la met dans une poubelle. Voilà, ça c'est pour ceux qui ne remettaient pas Shannon Elizabeth, et d'ailleurs, elle va être dans Scary Movie 6. Enfin, elle est apparemment au casting de Scary Movie 6, ça reste à confirmer. Et je vais dire un truc super triste au vu de tous les films qui arrivent prochainement, mais Scary Movie 6, c'est le film qui me hype le plus. En fonction de ma relation avec le cinéma, j'attends beaucoup trop ce film. Bref, Shannon Elizabeth, elle va jouer d'ailleurs en 2001 dans 13 fantômes de Steve Beck. Petit aparté sur Steve Beck avant de revenir sur l'anecdote 13 fantômes. Il a fait le film Le Vaisseau de l'angoisse et il y a une des scènes les plus marquantes cinéma d'horreur, tout confondu, cinéma en général. Tapez ça sur internet si vous l'avez jamais vu. Vraiment voilà, Steve Beck qui n'a que 2 films à son actif, donc Le Vaisseau de l'angoisse et 13 fantômes en 2001. Et pour en revenir à l'anecdote 13 fantômes, au moment de la sortie de 13 fantômes au cinéma, il y a le manager de l'époque de Shannon Elizabeth qui va passer un coup de fil à Michael Cooney et qui va lui dire un truc du style « Maintenant, je ne veux plus que Shannon Elizabeth soit associée à Jack Frost. » J'imagine dans le sens où ça nuit à sa réputation. Enfin, je sais même pas pourquoi il a reçu ça et Michael Cooney, il était un peu sur le cul, il disait bah ok, tu veux que je fasse quoi, que je l'enlève du film, enfin, si mère quoi. Voilà, petite anecdote assez drôle concernant 13 fantômes, et je voulais juste revenir sur Steve Beck en vérité, que je trouve vraiment trop sous-coté. Pourquoi il a que 2 films ce gars? On a l'acteur Scott McDonald dans le rôle de Jack Frost, donc un acteur qui a pas une carrière si impactante que ça, et on a dans le rôle de notre protagoniste Christopher Allport, acteur américain de série B, et c'est assez marrant. Enfin, c'est pas très drôle. Non, factuellement, c'est pas drôle en fait. Christopher Allport est mort en 2008 dans une avalanche. Je disais c'est marrant dans le sens où il a fait sa carrière, enfin, il a fait carrière sur Jack Frost, et Jack Frost c'est quand même un bonhomme de neige lié à la neige qui meurt dans une avalanche. Bon, voilà. Mais c'est pas drôle. Et il y a un tas d'autres acteurs de série Z, mais nous ce qu'on retient ici c'est Sharon fucking Buffy fucking Elizabeth fucking Gilmore, parce que c'est la queen en fait. Et on retient aussi Christopher Allport qui a un vrai rôle, oui c'est le protagoniste, mais qui a un vrai apport à cette saga. J'aime beaucoup trop cet acteur. Cette intro était bad longue. Ah, elle était super longue. Je sais pas combien de temps ça va durer. En tout cas voilà, on a eu un petit pas sur Jack Frost. On va pas s'éterniser, attaquons-nous à la review de Jack Frost. One cold night, science and evil collide. Oh yeah. Now, a serial killer is on the loose. We hadn't even tested the acid on an amoeba, let alone a human cell. This is a disaster. Et dès le début, on n'y va pas dans la dentelle parce que c'est Oncle Harry sur les chapeaux de roue qui raconte l'histoire de Jack Frost à une petite et qui la trauma, il rentre vraiment dans tous les détails. Et t'as la petite qui est là, non, je veux pas, mais tu veux écouter l'histoire, et ben je te la raconte. Et il va vraiment dans les détails. Et on a en même temps que du coup l'histoire de Jack Frost est racontée, donc c'est-à-dire un ancien tueur en série qui a tué plein de gens. Enfin, l'histoire classique. On a un générique qui coûtait trop cher à la prod de le faire en numérique. Du coup, ils ont eu l'idée de l'incruster de façon diégétique, c'est-à-dire dans le film sur les boules de Noël, il y a écrit Jack Frost, sur une guirlande, il y a écrit film de Michael Cooney, enfin des trucs dans le genre, c'est pas ça exactement, mais et voilà la petite idée déjà où tu sens la galère de thunes. Et le film commence avec Jack qui n'est pas encore Frost, qui est emmené pour se faire exécuter dans un camion surblindé. Lui il est surattaché avec quelqu'un qui le surveille.
Bien évidemment, ce camion va avoir un accident parce que sinon il n'y a pas de film. Et Jack Frost va s'échapper, sauf qu'il va y avoir un deuxième accident, c'est-à-dire que le camion blindé qui transportait Jack Frost va percuter un autre camion qui lui transportait des produits ultra chimiques. Et tous ces liquides chimiques vont se déverser sur Jack et ce qui va le transformer en Jack Frost. Donc tu as cette scène où il se prend tout ce liquide chimique dans la gueule et il va fondre littéralement. Première scène graphique du film, Jack est en train de se décomposer, c'est sanglant, c'est ce qu'on aime, vraiment, encore une fois, on débunk toute violence dans ce podcast, enfin bref, on a déjà fait le débunk beaucoup trop de fois ici. Voilà, les origines de Jack Frost, il se fait percuter par un autre camion chimique et c'est un ancien tueur en série qui devient un bonhomme de neige encore plus intuable et encore plus flippant et ça nous fait extrêmement penser bien évidemment aux origines de Chucky, même si c'est pas la même chose parce que vraiment c'est... j'ai plus son nom, bref, le tueur qui va se transposer son âme dans le corps de Chucky, mais c'est quand même assez semblable par instant et on va le revoir à la saga Chucky. Sauf que dans cette histoire il faut bien qu'il y ait un bouc émissaire et on a le droit à un flashback de l'arrestation en direct avant qu'il se fasse exécuter, du coup c'est pas en direct, c'est un flashback GG Wellplay, mais de notre bouc émissaire, le shérif qui s'appelle Sam et que je vais appeler le shérif dans le 1 et que je vais appeler Sam dans le 2 parce que j'ai noté le shérif sur mes notes parce que je savais pas qu'il s'appelait Sam, enfin bref, trop de justification. Le shérif est en train d'arrêter Jack et c'est la pire arrestation de l'univers, vraiment. Notre cher Christopher Alport et qui est Sam est en train de se faire dessus pendant l'arrestation et du coup ça vient prendre à contre-pied cette image du shérif américain un peu badass, un peu t'es un tueur en série qui a arrêté plein de gosses, qui a tué plein de gens, je t'arrête, c'est parce que je suis un shérif ultra badass américain, regardez mes veines. Et là non, on vient prendre un contre-pied. Et justement dans la scène d'après on voit Sam qui est dans sa famille et il y a son fils qui est en train de lui dire papa moi je te considère comme un héros, et même sa femme ouais t'es un vrai héros, et lui il est là oh n'en faites pas trop quand même parce que je pense que dans sa tête il se remémore cette arrestation et il se dit waouh c'était si catastrophique, je rends mon badge dès demain. Mais bien évidemment que non, parce que notre Sam fétiche, notre shérif de la ville est un très bon shérif et ça va se confirmer dans la scène d'après parce qu'il va venir faire le tour de la ville pour voir si ces citoyens de sa petite ville dont il est le garant se portent bien, et c'est là où on va découvrir tous les personnages un à un qui vont malheureusement mourir pour la plupart, et c'est là où on va nous introduire parmi d'autres personnages la Queen Shannon Elizabeth, qu'on va voir un peu virevolter à droite à gauche parce qu'il faut bien ce personnage féminin un peu la figure sexy, la figure de la fille virevoltante parce qu'on est dans les années 90, il ne faut pas l'oublier. On peut voir les archétypes qui sont construits un par un, donc les clichés, les personnages ils sont clichés, ils sont là, on les pose et on ne va pas plus loin dans le détail, si ce n'est Christopher Alport qui lui, Cham le Shérif, que je trouve qui est quand même assez bien développé. Mais notre cher Jack Frost, lui, ne perd pas de temps, alors nous non plus, on va direction le premier meurtre qui s'est passé en hors-champ, et c'est un vieux qui est totalement glacé sur sa rocking chair, qui se balance toujours d'ailleurs, elle est toujours en balance même quand t'as Sam qui est en train d'inspecter l'état, enfin de faire l'état des lieux, la chaise se balance toujours. Va-t-on savoir pourquoi, peut-être que Jack Frost a mis son âme dans cette rocking chair, et comme c'est un symbole quand même assez présent dans le cinéma horrifique, il faut la faire balancer, peu importe la véracité de la chose. Et Sam ne va pas perdre de temps, il va contacter un mec du FBI, parce que c'est pas son dos, lui, il n'y a jamais eu de meurtre dans sa ville, direct c'est FBI, moi je suis un shérif qui va récupérer les chats dans les arbres, d'habitude, il n'y a pas des mecs glacés qui viennent tout geler. Et ce gars du FBI, il va être assez important d'ailleurs, parce que c'est l'agent Manners, et retenez ce nom, on va l'appeler le mec du FBI un peu relou, mais vraiment très drôle. C'est le même agent du FBI qui, en même temps, raccroché et qui dit « ça commence, je vais le renvoyer dans son tube à essai ». Parce que ça veut dire que les gars du FBI, ils ont conscience que la petite ville où se trouve notre shérif n'a pas conscience que c'est Jack Frost, qu'ils ont affaire à un bonhomme de neige tueur, alors que le FBI, c'est couillon, c'est connard, ils le savent très bien. Ça sera le plot twist de notre histoire d'ailleurs, le pire plot twist de l'univers, si on ne compte pas les autres pires plot twists de l'univers. Ensuite on enchaîne avec un montage alterné qui est quand même assez smart dans son développement, parce qu'on a l'arrivée du bonhomme de neige du coup de Jack Frost devant la maison du flic, devant la maison du shérif Sam, parce qu'il veut se venger, parce que c'est lui qui l'a arrêté, attention. Et d'un autre côté on a justement Sam qui est au com, et il y a plein de tensions de par ce meurtre qui commence, enfin le bruit qui court qu'il y a eu un meurtre, et t'as Sam justement qui leur dit je vous suggère de rentrer chez vous et de vous occuper de votre famille, alors que lui il est au com et qu'il y a Jack Frost qui est devant sa porte, et je trouve ce montage quand même assez fin et smart, et faut préciser quand il y a des trucs qui sont cool dans les films d'horreur qu'on est en train de chroniquer. On a le fils de Sam à l'intérieur de la maison qui est en train de faire des petits gâteaux de Noël, et qui a rajouté d'ailleurs un ingrédient secret qui fait donner un effet neige à ces petits gâteaux, et cet élément aura de l'importance. Enfin bref, la maman va débarquer, va lui dire « Oh, t'as trop fait de gâteaux, tu veux pas aller dehors jouer avec le bonhomme de neige que t'as fait ?
Comment ça, je n'ai pas fait de bonhomme de neige? Oh, c'est pas grave. Ok, bah va lui mettre une carotte sur le nez. C'est marrant ça, un bonhomme de neige que je n'ai pas fait. Qui c'est qui aurait bien pu faire ce bonhomme de neige? Je me le demande. Donc le fils de Sam va mettre une carotte sur le nez du bonhomme de neige qui s'avère être en réalité Jack Frost avant de se faire bully par des jeunes qui veulent faire de la luge. Il s'avère que le jeune qui est en train de le bully d'ailleurs, en train de lui, je sais pas, mais le bully en tout cas, c'est le frère de Shannon Elizabeth dans le film. Les grands, eux, ils veulent faire de la luge. Le frère de Shannon Elizabeth, il va décapiter le bonhomme de neige pour faire de la place. Il s'élance, enfin, un de ses confrères s'élance en luge, sauf que Jack Frost ça lui plaît pas, et Jack Frost le pousse, et il va se faire à son tour décapiter par la luge. Assez drôle, voilà. Tu me décapites, je te décapite. C'est comme ça que ça marche. Deuxième mort en une journée, ça commence à faire beaucoup pour cette petite ville, et donc tout le monde va penser que c'est le fils de Sam, le meurtrier. C'est la panique dans la ville, la parano s'empare des habitants. Les parents du petit, du coup, les parents de Shannon Elizabeth sont ultra vénères. Ce qui va donner naissance, qui va donner lieu à un dialogue que je trouve vraiment magnifique. Petit aparté avant de vous partager ce dialogue que je trouve magnifique, j'ai regardé mon film en VF parce que il y a avec eux la VF sur mon DVD Jack Frost, parce que ça fait longtemps que j'ai le DVD. Et je l'avais jamais regardé, d'ailleurs c'est pour ça j'en ai profité de l'occasion, et en aucun cas je me justifie de regarder mes films en VF, parce que si je veux regarder mes films en VF, je le fais, je trouve ça magnifique la VF, même si c'est vrai que ça dénature peut-être un peu l'œuvre, et que c'est plus un souvenir nostalgique de regarder des films en VF, plutôt qu'un réel plaisir. Enfin si c'est un réel plaisir. Bah je m'enfonce, faisons part de ce dialogue magique. Contexte, les parents du petit qui vient de se faire décapiter par une luge sont un peu vénères, et t'as Shannon Elizabeth qui est un peu bouleversée, qui dit bah moi je sors. On y reviendra ça d'ailleurs. Elle vient de perdre son frère, elle dit ah bah je sors. Du coup elle s'embrouille un peu avec le daron, elle sort et t'as la maman qui est dans le fauteuil et qui dit, je cite, chérie, si elle te répond comme ça c'est parce qu'elle est bouleversée. Le père réplique, Sally, quand j'ai envie de philosophie, je prends un bouquin. Termine mon écharpe, je vais couper du bois. C'est si sec, c'est si magique. Spoiler alert, il ne va jamais revenir. Il va couper du bois. T'as Jack Frost qui pointe le bout de sa carotte, excellente vanne, et qui dit hey, mon pote, t'aurais pas une clope? Le gars il cherche, parce que vraiment un bonhomme de neige qui parle, c'est pas évident. Après, tu te rends compte qu'il n'y a pas un bonhomme de neige qui a pop comme ça en 10 minutes à ta porte. Il y a un petit indice, hein. Même si tu crois pas aux fantômes, tu vérifies. Jack Frost agresse en POV le père de Shannon. Cette phrase est beaucoup trop folle. Et en le poussant, il lui enfonce une hache dans la bouche et lui dit « Je te l'avais dit, c'est pas bon de trop fumer de hache ». Merci aux gens qui font la VF. Merci aux écrivains qui font la VF, aux scénaristes. C'est très bon. C'est très bon. D'ailleurs, ce props de hache, parce que je vous spoiler alerte encore une fois, il n'a pas enfoncé une vraie hache dans la bouche, c'est une hache coupée. Et ce props, il est encadré à côté de la carotte qui sert de nez à Jack Frost dans la maison de Michael Cooney. Voilà, petite anecdote. Jack Frost rentre dans la maison et au passage, il va saccager la daronne qui était en train de faire un thé à ce moment-là, qui ne faisait même plus l'écharpe, qui faisait un thé. Quand je vous dis qu'il la saccage, c'est que ça passe par étranglage avec une guirlande de Noël, ça lui explose des boules de Noël dans la figure, du coup elle a des éclats de boules de Noël dans sa peau, c'est un peu dégueulasse, un peu bien fait, et il va carrément l'incruster dans le sapin. Et j'ai fait un petit easter egg d'ailleurs à celui qui trouvera, à ceux qui écoutent déjà, à celui qui trouvera cette tête est sur la miniature de ce podcast, attention. Enfin bref, nous on s'intéresse à autre chose. D'ailleurs, je crois qu'à ce moment-là, je l'ai pas noté, mais il y a un ami de la famille qui était là et qui tombe sur Jack Frost. Mais ça, je me souviens pas. Je me souviens pas exactement du film, mais je crois que ça se passe. Et je le précise maintenant parce que après, c'est l'arrivée d'un personnage ultra badass. C'est l'agent Manners qui arrive. C'est le gars du FBI. Attention, là, ça rigole plus. Et qui arrive sur la scène de crime parce que c'est un peu plus tard justement. Et là, on a un plan qui est d'ailleurs beaucoup trop long pour ce genre de plan. C'est une contre-plongée sous une flaque d'eau. Donc un peu pour montrer les traces de Jack Frost, et donc on a ce plan où il y a l'eau qui floute un peu tout l'ensemble du plan, et ils sont en train d'analyser la scène en disant mais ça peut pas être un bonhomme de neige, c'est pas possible qu'il laisserait des traces de flaques d'eau, et c'est trop long pour ce genre de plan. Le shérif Sam lui prend les choses en main et rassemble tous les habitants du village dans l'église pour leur annoncer un couvre-feu de 24 heures qui va forcément nous rappeler une époque pas si lointaine d'un confinement. Et j'ai noté sur mes notes, le mec du FBI est un connard. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment il a dû faire une réflexion de connard, alors que l'agent Manners, c'est une masterclass dans l'épisode 2. On enchaîne avec une scène qui est quand même assez mythique, et non, ce n'est pas la scène de la salle de bain, on y arrive, promis, mais c'est la scène où Jack stoppe une voiture de flic avec un panneau stop, le flic s'arrête, sort de sa caisse, il prend la place du flic et l'écrase avec une bagnole.
Elle est pas si ouf cette mort rétrospectivement, mais c'est vrai que je l'ai mis sur la miniature d'ailleurs, le Jack Frost avec un panneau stop, je trouve ça assez marrant. De son côté, notre chère Shannon Elizabeth, qui vient de perdre son frère il y a quelques instants, dans la même journée, on le rappelle, je pense qu'on va pas assez le rappeler, elle est accompagnée de son petit ami et vont décider de s'introduire dans la maison du shérif pour littéralement faire l'amour. C'est génial. Elle a perdu son frère, encore une fois. Et là, on a une scène qui est plutôt marrante et plutôt fine parce que, vous savez, dans les films d'horreur un peu série B, genre slasher, il y a toujours ce moment un peu cucu où des gens vont faire l'amour, ça se déshabille, c'est stylé. Et là, comme on est en hiver, forcément, il y a plein de vêtements. Bon, la vanne est un peu lourdingue et elle a été faite et refaite, mais dans ce contexte-là, je trouve un peu marrant que c'est un peu en accéléré, ils sont en train d'enlever toutes leurs couches de vêtements et c'est drôle. Et là, Shannon, elle fait durer le suspense et non, elle va prendre sa douche. Ils ne font pas l'amour maintenant, attention. Du coup, le gars, il est un peu frustré, il va pour déboucher une bouteille, il va se mettre bien et on a notre cher Jack Frost qui arrive. Et le gars, il va l'entendre, il va se dire, mais qui est là? Et là, t'as Jack Frost, pour je ne sais quelle raison, qui répond, eh bah, c'est pas cet enfoiré de nounours. Je vous avoue, ça m'a fait rire sur le coup, alors que je n'ai pas compris le contexte. Et ensuite, on a un plan qui est légendaire et un plan qui fait plaisir à Michael Cooney, parce que c'est un plan en POV où t'as les poings de Jack Frost juste devant. Et justement, c'est quelque chose qu'il va adorer faire dans le premier opus, c'est se démerder parce qu'il pouvait pas déplacer Jack Frost, de quand même l'animer par différents moyens et la POV, enfin la prise de parti de le mettre en point de vue, c'est quelque chose que Michael Cooney, lui en tout cas, va trouver vachement intéressant. Donc on a ce fight POV très badass entre les poings glacés de Jack Frost et le petit copain de Shannon Elizabeth, qui va d'ailleurs en profiter pour lui demander mais qui es-tu, dis-moi? Et Jack Frost va répondre encore une fois une phrase légendaire, je suis le cornet de glace le plus chaud du monde, armé et dangereux. Et il va du coup le buter avec un stalagmite, avec un pic de glace en tout cas. Assez marrant. Et un vrai pic glacé, pas un pic de glace à la Basic Instinct, on s'entend par là. Et enfin, mesdames et messieurs, nous y arrivons à cette scène légendaire de la salle de bain qui va nous permettre un petit... Et d'ailleurs, cette sonnerie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un truc qui annonce les scènes un peu border, un peu bizarre. Et on va la changer parce que cette musique du multiplex, enfin ce son effect du multiplex, il est un peu trop présent un peu partout. Donc j'ai envie de lui changer à un truc qui sera plus propre au podcast. Et ça sera, je ne sais pas encore quoi, mais j'aurai trouvé au montage d'ici là, ça sera... Ce passage est plus que border! Voilà, donc on peut remettre cette sonnerie encore une fois pour que vous l'entendiez et annoncer la scène de la salle de bain. Ce passage est plus que border! Shannon Elizabeth part pour prendre son bain, sa première scène de nuit au cinéma selon tous les sites qui le racontent, et la baignoire se remplit de neige. Et Jack Frost se forme autour de Shannon. Bon, il y a beaucoup à dire sur cette scène parce que à première vue, elle est vraiment vue comme une scène de V, parce que Jack Frost est là en train de secouer Shannon dans tous les sens et en fait de base il la tapait contre le mur et au montage, t'as le monteur qui a dit à Michael Cooney bah, tu vois ce qu'il est en train de faire là, on dirait ce qu'on dirait, et là t'as Michael Cooney qui fait bah ouais. Ils ont laissé ça comme tel. Et du coup, bah, il y a Jack Frost qui est littéralement en train de V Shannon Elizabeth. Donc, t'as une scène d'un bonhomme de neige qui est en train d'agresser sexuellement une femme. Voilà. Il y a plein de petites anecdotes autour de cette scène, notamment qu'elle a été tournée en une seule journée dans un studio, donc c'est assez rush. La baignoire a été recréée exprès pour l'occasion, un peu comme les Freddy, ou je ne sais pas si vous savez, dans Freddy 1, où il y a le gant qui sort. En fait, c'est l'acteur qui était... en dessous de la baignoire, il a vraiment sorti sa main, enfin je veux dire, il y a un vrai décor qui a été construit, la baignoire était légèrement surélevée, et le plan où Jack il sort de la baignoire, donc le coordinateur qui est à l'intérieur de Jack, il était accroché, attaché à Shannon Elizabeth, ils étaient donc ensemble surélevés sur une nacelle à 4 mètres de hauteur au-dessus de la fausse baignoire. Et là comme vous, je me suis dit, quand j'ai vu l'information, 4 mètres de hauteur c'est énorme, du coup j'ai regardé plusieurs fois la scène, c'est très bizarre dit comme ça, mais je vous jure, j'ai regardé plusieurs fois la scène et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que il s'élève, et je pense qu'on se rend pas compte à l'image, mais pour donner une réelle impression comme ça d'élévation, en tout cas que Jack Frost sort de la baignoire, je pense que ouais, les 4 mètres sont peut-être justifiés. Après, ils se ressentent pas énormément, justement, c'est ça qui est bien, ils se ressentent pas dans le film, mais ils sont surélevés à 4 mètres quoi. Pour couronner le tout, Shannon Elizabeth s'est pris la carotte de Jack Frost dans l'œil. C'est très bizarre, encore une fois dit comme ça. Mais elle s'est pris la carotte dans l'œil, ils ont dû appeler les pompiers. Et les pompiers, pala, ils lui ont mis du sérum physiologique dans l'œil et tout allait mieux.
C'est génial. Notre Jack Frost ne s'arrête pas là, il se rend au commissariat là où le shérif et l'agent Manners du FBI sont en train de faire un plan. Attention, américain moyen débile, ils vont s'en rendre compte et ils vont tirer sur l'eau. Ça me fait penser au même où les Américains sont en train de tirer dans l'eau. C'est factuel, c'est là. Après je me moque, mais ça se trouve on l'aurait très bien fait si un bonhomme de neige nous attaquait sous un format liquide. On aurait très probablement tiré sur l'eau. Pardon, je jette la pierre aux Américains. Et la bataille finale commence, c'est en train de se battre dans tous les sens dans le com, à tel point qu'à la fin ils vont faire exploser le com, mais Jack Frost lui va carrément renaître de ses cendres et une scène iconique, il va dire « Hey, regardez, je suis Picasso !» en hors-champ. On va voir la caméra se tourner vers lui et lui avancer et il est dans le désordre. Et j'ai trouvé ça trop marrant quoi. C'est devenu un monsieur patate et surtout qu'il enchaîne avec une phrase « Hey, quelqu'un aurait de l'aspirine ?» Très drôle. Et là on a le plot twist du film, en fait c'est une expérience scientifique sauf que je sais pas comment ça tient debout. Parce que en gros ils auraient apparemment fait exprès d'exploser le camion auprès de Jack pour qu'il devienne Jack Frost. Mais genre, comment c'est possible? Genre, ils ont mis un camion en travers, ils savaient que ça allait exploser à ce moment-là. Ça tient pas debout. Mais bon, est-ce qu'on est à ça près? Vraiment pas. Moi, je reviens sur la blague de l'aspirine, elle est vraiment très marrante. Et on s'en fout doublement parce que Jack arrive en boule de neige, comme dans Critters 2. Ça me fait exactement penser à cette boule de Critters. Il arrive en furie vers les gens en boule. Et nous, c'est Critters 2 qu'on adore. On adore dans ce podcast Critters 2. Critters 2 est le main... et la bible de ce podcast. Sauf que le shérif lui aussi arrive très bien remonté, armé de son sèche-cheveux et ils sont plusieurs et t'as cette phrase légendaire « Hey Jack, t'as déjà vu les 7 mercenaires ?» Et pouf, ils sont tous en train de le sécher. Ils sont tous en train de le sécher au sèche-cheveux. Je pense qu'il y a quelqu'un qui rentre dans ma chambre au moment où je regarde cette scène, il se dit « Waouh, comment tu... C'est comme ça que tu te divertis ?» Et oui, c'est comme ça que je me divertis parce que ils osent faire la vanne, on l'a bien refroidi. Je sèche plus vite que mon ombre. C'était pour souffler sur l'arme. Mais Jack Frost, lui, il est intuable. Il revient à la vie et il tue, entre guillemets, il tue le gars du FBI. On verra que non. Il y a ce plan de Jack Frost qui est là, en face de toi, et qui ouvre sa bouche avec les dents en pique. Et ça rappelle, je sais pas pour moi, ça me rappelle une déco de Noël, mais j'aime bien l'effort qui a été fourni pour donner des dents à Jack Frost. Ça se sent, en vrai, ça s'est senti pendant tout le film. Enfin, je pense que vous le comprenez à la description, ou même encore mieux si vous avez vu le film, mais il y a des vrais efforts, il y a une vraie envie de fournir quelque chose. Et c'est ça que j'aime bien, et j'ai pris un ton largement plus sérieux par rapport à ce qui vient de se passer. Je suis en train de lire la suite, c'est très marrant, il y a des vannes qui arrivent, c'est très drôle. Parce que Jack s'attaque à Sam et il va lui dire « T'as mangé trop de glace ?» Ça me fait marrer, il va dans sa voiture et il dit à Sam « Ton moteur est noyé. » Hilarant. Et il va manger un petit gâteau flocon d'avoine qui était dans la voiture de Sam et il s'avère qu'en fait c'était le gâteau qui préparait le gamin au tout début dont je vous avais parlé et que la solution miracle qu'il avait rajoutée pour faire de la neige c'était de l'antigel, donc c'est l'antigel qui tue Jack Frost. Notre shérif Sam, lui, il est très malin, il va demander à un villageois de remplir sa camionnette d'antigel, pendant que lui, il va retenir Jack en le fightant dans... C'est dans l'école? Non, c'est dans l'église qu'il le fight. Bon bref, en tout cas, ils sont en train de se fight dans l'église pendant qu'ils remplissent une camionnette d'antigel. À ce moment-là, c'est le festival des blagues douteuses. Jack Frost met mal en point notre shérif, mais en fait, c'était un piège pour que notre shérif puisse agripper Jack Frost, sauter par la fenêtre, briser la fenêtre et tomber avec lui dans la camionnette remplie d'antigel. Alors faut savoir que cette scène elle a été tournée en une seule prise. Cette cascade, une seule prise. Voilà. Faut dire les termes, on fait du cinéma ou on n'en fait pas. Jack Frost se noie dans l'antigel, il meurt décomposé, c'est la fin du film, ils vont tous prendre de l'antigel dans des petites barquettes et ils vont l'enterrer 6 pieds sous terre là où c'est impossible de faire un 2 à moins que on se rend compte que l'antigel continue de bouillir et qu'il laisse une porte ouverte vers un potentiel second opus et c'est ce qui va arriver, heureusement ou malheureusement, à vous de juger. Et bah qu'est-ce qu'on en pense de ce Jack Frost? Alors je vous le dis tout de suite, on va pas pouvoir faire une disserte, je pense que vous le savez dès maintenant, mais en vrai c'est une série Z à souhait, mais c'est totalement assumé, et je pense que l'histoire du tournage du film, c'est ce qui rend le film encore plus sympa et agréable à regarder, c'est-à-dire que moi je me suis renseigné avant sur tout ce qui s'était passé pour savoir si c'était intéressant pour le podcast, et du coup j'ai commencé à écrire le podcast avant de voir le film. Et c'est là où je pense que c'est grâce à ça que j'ai encore plus apprécié le film. Et je pense que maintenant, c'est ce que je ferai toujours, de me renseigner sur le film, de prendre l'histoire comme ça. Je peux prendre plus à cœur le film et
en sortir quelque chose de plus intéressant, parce que si je suis juste là pour détruire le film, c'est pas intéressant. Et tu sens vraiment que Michael Cooney ne devait pas réaliser le film à la base. Je l'ai dit avant, mais j'ai pas fini de préciser que ils avaient pas de réal, ils avaient pas le budget pour un réal, donc Michael Cooney s'est proposé pour le faire, alors qu'à la base il était juste scénariste et prod. Donc ça se sent dans la réalisation qui est parfois maladroite, mais tu sens qu'il y a quand même des petites astuces de producteurs, des petites astuces de scénario qui pallient à ce manque de budget. Tu le ressens pas dans la réal, mais tu le sens dans les petits tricks qui sont à droite à gauche. Donc oui, on va utiliser ci, on va utiliser ça, et tel élément du décor, et en fait c'est relié à ci, ça. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Et puis même, je vais en revenir à l'écriture. Les dialogues sont vraiment trop drôles, ça se répond parfois au montage, c'est ce que j'expliquais dans le montage alterné. Même s'il y a des petites incohérences dans l'histoire, elle se tient malgré cette grosse réécriture qu'il y a dû avoir lieu, parce que oui, il y a eu un premier scénario de Jack Frost, mais après Gina Davis, la Queen, qui a démonté ça, ils ont dû faire une réécriture totale en fait. Ils ont juste gardé le Jack et ils ont aussi gardé le Frost, mais c'est tout. Et ouais, tu sens le gros travail qu'il y a eu en pré-production pour justement optimiser ce peu de jours de tournage et ce petit budget. Et c'est ce qu'il disait Michael Cooney en interview, qu'il a jamais autant pris conscience de l'importance de la pré-production que pour Jack Frost, parce que vraiment il s'est tué à la pré-production de ce film. Je vais répéter ces mots, mais il l'a dit, everything was a puzzle, et c'est le cas. En fait, c'est juste assembler les pièces. C'est un casse-tête. En vrai, c'est l'exemple parfait de l'envers du décor du cinéma et surtout de l'amour du cinéma qui en découle. Encore une fois, je vais pas faire une thèse sur ce film parce que d'un point de vue 100% honnête et franc, on n'a qu'à en voir les notes. Hein. Il est pas ouf le film, mais quand tu as tout le contexte, c'est fou. Sauf qu'on n'est pas tous du même avis. Quand Lou Horowitz, du coup le banquier, je vous en avais parlé un peu plus tôt, celui qui a repris Prism, va voir ce film, il va littéralement péter un câble. Et tel Warner Bros. Avant l'époque, en fait, il va foutre le film au placard. Et c'est juste en 1997, parce que le film a été tourné en 94, donc monté 94. En 97, lorsque Apix Entertainment va tomber sur le film, va décider de le remettre en VHS pour le distribuer, et c'est là où tu as cette fameuse jaquette de Jack Frost. Je sais pas si vous la voyez, enfin tapez Jack Frost sur internet, forcément si vous écoutez ce podcast vous l'avez, mais cette image de Jack Frost qui ne ressemble pas du tout au bonhomme de neige présent dans le film, et ben en fait c'était juste une idée, un coup de génie marketing d'un des gars de Apix qui s'est dit ok les gars, je sais comment on va vendre ce film, on va faire une sorte de jaquette qui n'a rien à voir avec le film, mais pour aguicheuse un peu, c'est l'ancêtre du putaclic. C'est vraiment, voilà, ils ont fait une jaquette putaclic et ça s'est vendu comme des petits pains dans les vidéoclubs. Et le film va avoir un certain succès, et je pense, moi, ce qui l'a aidé aussi, c'est, on en parlait tout à l'heure, le film Jack Frost en 98 avec Michael Keaton, qui, forcément, ces films sont jumeaux, et je pense que ça a aidé un peu à la popularisation de ce film. Mais du coup, il y a un deuxième film qui va arriver dans les papiers chez Michael Cooney, de par le succès du premier film, quoi, le succès tardif. Enfin tardif, après on en a connu des plus tardifs des succès, mais quand même 94, 95, 96, ouais 3-4 ans quoi. C'est assez tardif. Et donc Michael Cooney va réempiler pour un deuxième opus, et malheureusement cet opus, alors ça c'est bien un truc qui m'embête, c'est qu'on n'a pas trop d'infos sur cet opus. Même en interview, les gens ils lui posent que des questions sur le 1, pas trop sur le 2. Tout ce que je sais c'est que le tournage ça a été aussi une grosse galère. Il a plu sur tout le tournage, chiant. Ça a été en Californie aussi. Plus gros budget, plus grosse prod, donc forcément moins la possibilité de s'exprimer, parce qu'une fois que tu rentres dans le rendement, dans toute la machine du cinéma, c'est bien beau de faire des films, mais il faut rentabiliser, et oui, il y a des moments où tu es plus bridé, c'est sûr. Enfin bref, en 2000 tout court, sort le film Jack Frost 2 Revenge of the Mutant Killer Snowman. Welcome to the Tropicana, your last resort before paradise. This is a job for Captain Fun! But there's trouble in paradise. Get me the head of island security. No, not the scary dude. Scary dude's already here. You got 18 bodies to D'ailleurs, ce titre à rallonge qui est Revenge of the Mutant Killer Snowman, ça a été rajouté pour éviter l'amalgame avec le Jack Frost de 98. On y revient encore. Il voulait vraiment décidément se séparer de Michael Keaton, barre-toi loin. Et dès la première séquence du film, on comprend directement que maintenant le ton du film, c'est 100% assumé que c'était une sorte de parodie, comédie. Là où le premier avait quand même un peu de mal à assumer que c'était un film de série B
un peu loufoques et un peu cons. Là, on a eu les retombées, les retours du premier film qui sont vraiment mauvaises, et du coup, on se prête au jeu et on est purement dans un film parodique, comique, sans réelles intentions. Et on va voir que dans cette non-prise de tête, en fait, il y a du sérieux qui va en ressortir, et il y a du bon qui en ressort de cette non-prise de tête. Genre, je pense que ça a été une bonne chose d'assumer, même si dès le début le film paraît un peu lourdin et un peu relou. Je trouve que ça a sauvé le film d'assumer. Cette scène, c'est Christopher Allport qui réendosse le rôle de Sam, le shérif, chez un psy, et t'as tout le monde qui se fout de lui. Même le psy lui pose des questions pour se foutre de lui, alors que lui il est désemparé de ce qu'il vient de vivre. Du coup c'est 1 an plus tard, et t'as le psy qui met le téléphone sur écoute, et t'as tout le monde dans le bureau d'à côté qui est en train d'écouter. Enfin, tout le monde se fout de sa gueule. La scène est hyper gênante, hein. Y a une musique en plus de ça, une musique qui est rajoutée par-dessus, qui est inquiétante, un peu mystérieuse, t'as les rires forcés de tout le monde. Enfin bref, le ton du film est donné. Et Michael Cooney a enfin le droit à son générique dans le film, c'est-à-dire numériquement parlant et non pas incrusté diégétiquement comme ils ont pu le faire pour le premier par manque de budget. Et je vais pouvoir lancer mon parallèle avec Chucky, parce que c'est vrai que j'avais évoqué ça plus tôt dans le podcast, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'y revenir, alors que là je trouve qu'il y a un vrai parallèle avec le générique de début de Chucky 2, c'est-à-dire que, après ça fait longtemps que j'ai pas eu de Chucky 2, mais là où il récupère la poupée qui est complètement fumée, et qu'il l'envoie dans une usine à Good Guys, et qui refond justement la poupée, et le générique qui se balance dessus, ils sont en train de fondre du plastique. Et là t'as cette même chose qui s'installe chez Jack Frost 2. Il récupère le gel pour en refaire l'antigel contenant Jack Frost, pour en refaire des expériences, et du coup tu vois Jack Frost passer par plusieurs machines, et en fait son corps évolue un peu comme, même si le corps de Chucky n'évolue pas, mais c'est une reconstruction. Et je trouvais ce parallèle assez intéressant, sachant que c'est un tueur qui n'est pas dans sa vraie peau, mais il y a toujours ces phrases de tueur. Enfin bref, le parallèle avec Chucky est évident, et là le parallèle avec Chucky 2 me semblait aussi évident. Et ce générique permet aussi de lancer le kill count, qui va être assez élevé dans cet opus. On a Jack Frost qui ressuscite, et un gars qui se fait couper la tête en deux horizontalement par un miroir. Voilà. Premier mort d'une longue série. Mais Sam, lui, qui est traumatisé, est pour l'instant loin de Jack Frost, mais pas si éloigné que ça mentalement, et il va partir en vacances, accompagné de sa femme ainsi que son couple de meilleurs amis. On enchaîne avec un plan sur 2 gazis qui sont sur un bateau, et ils sont à l'article de la mort. Assez drôle parce qu'on voit la plage juste à côté d'ailleurs, mais ça fait partie des faux raccords. Mais nous, on rentre dans le jeu, ils sont à l'article de la mort, ils n'ont plus qu'une carotte dans une vieille glacière à manger. Ils vont d'ailleurs se battre, mais ils se font attaquer par Jack Frost qui va tous les deux les tuer. Enfin, je crois qu'il y en a un qui tombe à la mer et l'autre il se fait tuer par Jack Frost, il se fait trouer, il se fait refroidir. MDR. Jack Frost prend l'apparence de la carotte et va s'échouer sur une île. Et comme par hasard, c'est l'île où se trouvent Sam et sa femme, ainsi que ses amis en vacances. Assez marrant. Sur cette île d'ailleurs, en ce moment même, c'est la fête. Enfin, le moment où Jack échoue, c'est la fête. Tout le monde s'amuse. C'est un peu gênant d'ailleurs. Tout le monde s'amuse sauf une personne, c'est notre Sam traumatisé. Mais heureusement, il y a Capitaine Fun qui arrive pour le décomplexer, parce que c'est un gars qui fait partie de l'île en fait, qui travaille sur l'île, et c'est Capitaine Fun, et son rôle c'est de redonner le sourire à tout le monde. Fun. On laisse Capitaine Fun sur le côté, et nous on réenclenche le kill count avec 3 filles qui sont en train de se faire un super barbecue sur la plage. Et là t'as un vrai parti pris qui commence, c'est-à-dire que à ce moment-là t'as une des filles qui s'éloigne du groupe, je ne sais pour quelle raison, de toute façon on s'en fout, et t'as Jack Frost qui va la tuer d'une façon assez originale, c'est-à-dire qu'il va prendre la forme d'une enclume et il va tomber sur elle pour l'écraser, et c'est le parti pris où Jack Frost commence à transformer son corps en différentes armes, qui me fait dire que Jack Frost 2 n'est pas un mauvais film et qui est vraiment plein de bonnes intentions encore une fois. Il tue l'autre en se transformant en stalactite en pic de glace et en la transperçant, et la dernière, il lui crève les yeux avec des pinces pour les saucisses. Aussi simple que ça, rapide, efficace, pof. Et d'ailleurs il arrache la pince, et il y a les yeux qui restent collés sur la pince. Pince que va d'ailleurs devoir trouver l'agent Manners, parce que lui aussi il est sur cette île. Pour je ne sais quelle raison, il est sur cette île, et il est pas mort. Il a un cache-œil maintenant, et c'est un acteur différent. Ce n'est plus... je ne sais plus, j'ai pas noté les noms de l'acteur. Bah tant pis. Toujours est-il que l'agent Manners, accompagné des gérants de l'île paradisiaque, vont essayer de mener l'enquête. Et t'as un gimmick sonore qui est le tin, un truc dans le genre, qui va revenir mais en boucle.
Genre à ce moment-là, cette scène, en fait ils l'ont pas mis beaucoup de fois dans le film, mais à chaque fois qu'ils l'ont mis, c'était à quelques secondes d'intervalle à chaque fois. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais nous, on les laisse faire leur enquête de côté parce qu'on a rendez-vous avec un shooting photo et pas n'importe lequel. C'est une fille en bikini rouge pétant accompagnée d'une planche de surf et forcément, je ne sais pas si c'est la même pour vous, mais moi ça me fait référence à un film que je n'ai pas encore vu, Ironie du sort, mais qu'il faut que je vois depuis très longtemps, et à surtout une actrice qui n'est autre que Phoebe Cates qui a joué dans les Gremlins, et c'est le film Fast Time at Ridgemont High de Amy Heckerling que j'ai extrêmement envie de voir parce que j'adore Phoebe Cates, et à chaque fois, du coup, dans ce cas précis, ça me rappelle beaucoup cette scène culte de Phoebe Cates dans Fast Time at Ridgemont Heights. Bref, Jack Frost se transforme en glaçon, mais pas en un glaçon, en plein de petits glaçons, et là ça devient beauf. Ça devient beauf parce que la fille a dit qu'elle a froid et qu'il faut lui mettre des glaçons, et là il enchaîne les blagues beaufs. Là on a plus cet humour un peu plus raffiné qui était... c'est peut-être la VF qui a adouci ça dans Jack Frost 1. Mais là, c'est plus trop ça. Hein. T'as ce Jack Frost transformé en glaçon, c'est trop débile et je rigole parce qu'il se retrouve à du coup rafraîchir la nana en mettant des glaçons dans son maillot de bain. Genre, ouais. Et il est là, ouais. Oh, l'autre, oh, ouais, c'est bon. C'est beau, fin. On va sexualiser la chose jusqu'à son paroxysme. Elle va mettre les glaçons dans sa bouche. Très mauvaise idée, avaler Jack Frost. Sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment pas très bon. Elle va exploser en images de synthèse. Et après, Jack Frost, il va buter le photographe. Elle explose vraiment. C'est très bien fait. C'est gore, c'est graphique. Mais on est nourri là pour l'instant. Je sais pas si vous commencez à compter le kill count, mais c'est pas mal. Hein. T'as Sam qui va retrouver l'agent Manners et qui va dire « Quoi ? Vous êtes ici ? Comment ça se fait ?» Je l'imite super mal. Enfin bref, on va passer ce passage, parce que pas si intéressant que ça finalement. Et une fois de plus, Michael Cooney, et celle-là je la trouve assez raffinée, va appuyer la névrose et le trauma qu'incarne Sam dans une scène qui est forcément référencée de plein d'autres films, et je pense surtout à Halloween, mais dans la scène où tu sais le personnage est tellement traumatisé que il va voir son bourreau un peu partout, et là il va voir son bourreau en un bonhomme de neige, un gars déguisé en bonhomme de neige, et il va dire ah c'est forcément toi, il va l'agresser. Je pense surtout à Halloween où t'as cette névrose un peu où ils mettent tous des masques de Michael Myers et on sait plus qui est le vrai du faux, et ça alimente justement cette névrose, ce trauma. Et bah là, il a essayé de le retranscrire d'un point de vue assez comique parce que « Oh, pourquoi tu m'agresses, toi ?» Voilà, est-ce que je suis en train de suranalyser une œuvre potache ? Très certainement. Après, on a le droit à la scène seins nus du film parce qu'il le faut bien, où une dame enlève son maillot de bain pour aller plonger dans une piscine et faire un bon bain de minuit. Sauf que notre cher Jack Frost apparaît dans la piscine et il va complètement geler la piscine, ce qui va empêcher la dame de sortir et elle va se noyer. Voilà. Et ensuite, Jack Frost, tel un gentleman, après son meurtre, va se servir à un verre au bar et il va complètement geler toute l'île, donc c'est-à-dire qu'il va neiger sur l'île. Et c'est à partir de ce moment-là, comme je l'ai appelé sur mes notes, c'est le festival du kiff. J'ai trop kiffé le film parce que du coup c'est la neige, tout le monde sort, tout le monde est content, ça jette des boules de neige, parce que t'as Jack Frost qui arrive en plein milieu, et lui quand il jette des boules de neige c'est méchant, et ça arrache le bras d'un gars, il jette une boule de neige dans la tronche d'un autre, et ça enfonce toute sa tronche, il meurt, enfin... Vraiment, on augmente le kill count à foison grâce à cette scène. Et dans cette scène, on voit largement plus Jack Frost, il est plus mouvant comparé à au premier opus où il n'y avait que dans la scène où ça devient Monsieur Patate qu'on le voyait se déplacer. Là, on va voir le déplacer et c'est pas pour m'en déplaire. Ça en déplaît peut-être un peu plus à Michael Cooney qui disait que du coup, il y avait moins de trucage possible de par la caméra, de venir compenser ce manque de mobilité par des effets caméra. Là, comme il peut bouger, qu'est-ce qu'on fait avec la caméra ? Moi, je trouve que c'est tellement mieux parce que il avait peut-être forcément des mauvaises idées de caméra. Lui, il parlait d'un caméra épaule un peu shaky, un peu POV. Moi, je préfère comme ça, personnellement. Après, c'est lui qui réalise le film, c'est sûrement lui qui a raison. Et on a notre agent Manor FBI Guy et Sam et qui est Sheriff Guy qui refont équipe pour notre plus grand plaisir. C'est sur la miniature, ils sont là avec leur pistolet à eau. Et ils vont essayer de le rebait en le faisant tomber dans une piscine d'antigel, sauf que en fait son passage en laboratoire a fortifié notre Jack Frost et il ne s'arrête plus, il n'est plus sensible à l'antigel, enfin si toujours un peu, mais il résiste à l'antigel. Il est plus costaud, mais je ne sais pour quelle raison, il vomit du coup une boule de neige qui s'avère être un enfant plus tard, et il va plonger, il va disparaître totalement, on va le voir sauter, plonger et t'as un effet genre je sais pas, green screen fond vert de plouf.
et il disparaît. Et maintenant, on laisse place aux enfants. C'est pas pour m'en déplaire, parce que je suis un grand fan de Critters, et on va le voir. Wouhou, c'est Critters. Notre cher Capitaine Fun récolte cette boule de neige qui est en fait un enfant, comme je viens de le dire, de Jack Frost. Et j'aime trop ce passage parce que c'est mi-effet 3D, mi-effet pratique. C'est-à-dire que t'as un plan où la boule de neige va être recréée en 3D et l'autre plan, ça va être un effet pratique, je sais pas, du coton. Moi j'aime trop ce mélange, de toute façon je suis un peu gaga de tout ça. Et t'as notre agent Manners qui va malheureusement tomber dans un guet-apens de petits bébés de Jack Frost et mourir tous bouffés. Je peux pas m'empêcher de faire le parallèle encore une fois avec Critters 2 et le moment dans le garage où le gars il se fait bouffer le pied par un Critters et après il se fait manger, il tombe sur plein de Critters. C'est la même scène pour moi et vous ne m'enleverez jamais Critters 2 de la tête. Et après t'as une scène de fou dans une jungle, je sais pas, c'est peut-être un post-Vietnam War trauma, j'en ai aucune idée, mais en tout cas t'as des bruits de missiles qui viennent en fond, tu ne sais pas pourquoi, comme si c'était la guerre, et t'as un gars qui se retrouve face à des milliers, enfin en vrai j'abuse, des centaines d'enfants de Jack Frost, et tu dis waouh, ils sont partis loin quand même, ils sont partis loin. Et là on se dit mais comment on va venir à bout de tous ces Critters des neiges, il y en a beaucoup trop, l'antigel ça marche plus, et ben il y a un des bébés Critters de neige, enfin un des bébés Jack qui boit un cocktail à base de banane, et on se rend compte en fait que c'est la banane qui les tue, là, un cocktail à base de banane parce que, attention je vais vous donner la justification, Sam est allergique à la banane, donc parallèlement Jack est allergique à la banane, voilà. Faut pas chercher loin. On a trouvé le remède et on va donc détruire tous ces bébés Critters des neiges, malheureusement, ils étaient trop mignons, sous musique patriote triste et son effect de mitraillette. Voilà, une séquence harmonieuse, pleine de bon sens et pleine d'intelligence finalement. Jack, lui, il est de retour, tu ne sais pas pourquoi, il est dévasté par la mort de tous ses enfants et il en pleure. C'est marrant de voir un bonhomme de neige pleurer, je trouve ça mignon. Ça se trouve dans Jack Frost de 98, Michael Keaton, il pleure en bonhomme de neige. Et ce qui est moins beau, c'est qu'il va buter deux mecs et augmenter son kill count, parce qu'il y a un kill count à avoir à la fin de ce film, bien évidemment. Et là, on va arriver sur, moi je trouve, les meilleurs plans, en tout cas avec les meilleures intentions de ce film, et peut-être même de la saga, parce que comme je vous avais dit, il y a ce travail au corps de Jack Frost, ce parti pris qui peut transformer son corps en différentes choses. Et là, il va rentrer dans la maison, enfin dans une des maisons, et enfermer la femme de Sam entre 4 murs. Donc c'est-à-dire, on va vraiment voir chaque mur tomber un par un et enfermer la femme de Jack Frost. Et en parallèle, tu vas avoir un travelling qui se déplace et tu as des vraies intentions de mettre cette claustrophobie à profit, enfin d'utiliser la caméra pour accentuer la claustrophobie. La femme de Sam se retrouve enfermée, du coup on a un close-up à l'intérieur de ce mur où tu vois les pics de glace qui commencent à la piquer un peu, elle les évite tant qu'elle peut. Puis cette muraille de Jack Frost se retransforme en bonhomme de neige Jack Frost, la femme toujours à l'intérieur, enfin la femme de Sam toujours à l'intérieur de ce dernier. Et on a le fight final entre Sam et Jack Frost, le fight de la saga finale. En fait qui va être très vite réglé, c'est juste que Sam va prendre un arc et tirer une flèche avec une banane au bout et ça va faire exploser Jack Frost. Ça faisait un petit parallèle avant où dans le film ils étaient en train de tirer à l'arc pour se détendre, une activité proposée par Lil. Un peu nul comme fin, je dois avouer, mais le film est rigolo. Le film est rigolo quand même. Et d'ailleurs on peut sonner la fin du film, la fin de cette saga. Wouh, la fin de cette saga. Le film est noté 3,3 sur Sens Critique, 3,6 sur MBD, je trouve ça excessivement dur. Il est 2,1 sur 5 sur Letterboxd, je trouve ça déjà un peu plus approprié. Le film est pas si nul en vrai. Au niveau des dialogues, je dois avouer que c'est un peu moins drôle, un peu plus grossier que le premier. Mais sans mauvais jeu de mots, je trouve qu'il apporte quand même une fraîcheur, ce film, à l'égard du premier. C'est-à-dire qu'il est assez différent pour qu'on puisse l'apprécier pour ce qu'il est. Je sais pas si c'est assez compréhensible ce que je dis, parce que je l'ai beaucoup appuyé lors de cette review, mais tu as cette réinvention du personnage de Jack et ses multiples pouvoirs. C'est-à-dire qu'il peut changer de forme, il prend la forme d'une enclume, d'un bac à glaçons, d'un cube. Enfin voilà. Ces multi-transformations se mettent au service d'un kill count sur lequel on va pas lésiner. J'ai compté 18 morts sans compter ceux qui sont morts durant le massacre des balles de boule de neige et le massacre des petits. Donc 18 morts à l'écran, et tout ça dans un film qui n'est pas mal rythmé. Je veux dire, là où il n'y a pas de meurtre, où on se divertit un peu moins, le personnage de Sam, malgré tout ce qu'on pourrait lui reprocher, il est pas si mauvais. Je trouve que Christopher Allport, il est cool. Enfin, il est ok, c'est pas du grand acting, c'est pas de la grande direction d'acteur, c'est pas de la grande intention, mais en tout cas, c'est pas un mauvais moment non plus. C'est des persos de série B, ça c'est sûr, mais tu vas pas t'attendre à regarder un film de Godard quand tu regardes un film de Michael Cooney. Enfin, je veux dire, il y a avec tout le respect.
Et t'as carrément même des petites intentions de réalisation, c'est-à-dire qu'on pose pas la caméra et on joue pas la scène s'il y a un minimum de réflexion. Donc, je le dis maintenant haut et fort, il va falloir remettre la lumière sur ce genre de film. Peut-être que le prochain podcast sera un peu plus nihiliste dans sa façon d'avancer, mais là, aujourd'hui, Jack Frost, c'est un film qui me met de bonne humeur, un bon film de Noël que je vous conseille. Merry Christmas. C'est pas du sous-cinéma, c'est simplement du nanar. Et quand on parle de nanar, ça me fait penser à MST3K, Mystery Science Theater 3000, on y revient, l'épisode sur Hobgoblins. Et ben, j'ai découvert en faisant cette émission qu'ils avaient un petit frère qui était librement inspiré de cette émission d'ailleurs, qui s'appelle, attention parce que c'est allemand, voilà, je préchote le truc, ça s'appelle Schlöphase. Voilà, ça veut dire The Worst Film of the World, un truc dans le genre en allemand, enfin le pire film du monde, je sais pas pourquoi je le dis en anglais. Mais eux, contrairement à Mystery Science Theater, c'est que ils s'attaquent à peu près à tout. Ils sont pas limités à un cinéma de niche. Ils s'attaquent, par exemple, ils ont fait tous les Sharknado, mais même Horror, ils ont fait Titanic 2, ils ont fait plein de films comme ça. Ils ont même fait, j'ai noté Piranha 2, Les Tueurs Volants de Cameron, qui n'est pas si horrible que ça. Je ne sais pas pourquoi, de Cameron, il a vraiment passé 2 jours sur le tournage, mais on s'entend. Ils ont parlé en 2017 de Hobgoblins, wouhou, comme si ils ont tiré sur l'ambulance. Ils ont parlé de Evil Toon, encore une fois. Je pense qu'ils vont parler de tous les films qu'on a chroniqués pour l'instant. Après, il n'y a eu que 3 épisodes, le 4e est là. Ils ont parlé aussi de Toxic Avengers de notre cher Loïc Kaufman. Enfin bref, il y a tout plein de films que vous connaissez très bien qui ont été chroniqués dans cette émission. Et il y a la liste sur internet, elle est facile à trouver si vous voulez. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'était le 55e épisode de la saison 4 en 2016, qui était Jack Frost. Le 87e épisode, assez marrant, c'est Captain America. Va savoir pourquoi. Il est pas si mauvais que ça. Après, moi, je l'ai revu. La dernière fois que j'ai vu Captain America, c'était sa sortie ciné. Donc, waouh, ça remonte. J'étais pas tout vieux. Et du coup, c'était le 87e épisode. 88e épisode, c'est Jack Frost 2. Voilà, ça m'a permis de faire un petit parallèle MST3K, ça fait toujours plaisir. Et ça me permet aussi de vous mettre un petit extrait musical d'une chanson qui retrace l'histoire de Jack Frost en allemand, issue de cette émission, assez marrant. S'il y en a qui comprennent l'allemand, c'est cadeau. Jack Frost, der Serienkiller, war böse und gemein, steckte sein großes Messer in viele fremde Leute rein. Et c'est la fin de cet épisode. Merry Christmas à tous. C'est pour la 6e fois que je dis ça, mais j'adore ce même de Merry Christmas. Et je le fais très mal en plus. Enfin bref, si je dois vous conseiller Jack Frost pour Noël en famille ou n'importe où, je vous le conseille. Bien évidemment, celui de 97. Ne louez pas ou n'achetez pas. Bien sûr, on est dans l'ère où on va dans les vidéoclubs. N'allez pas sur des sites de streaming illégaux pour regarder celui de 98. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Ne me jetez pas la pierre. Et voilà, on va se laisser là-dessus. Ça fait très longtemps que je parle. J'ai adoré faire ce podcast, il faut savoir. Là, je suis en roue libre, je n'ai plus de notes. J'adore parler, mais j'adore aussi me reprendre parce que on dirait pas comme ça, mais je me reprends quand je sais que mes phrases sont mauvaises ou quand j'ai fourché, ma langue a fourché. Je supprime et je me reprends. Et ça prend beaucoup de temps. On dirait pas comme ça. Le podcast, je sais pas combien de temps il va durer, peut-être 1h20, non, peut-être 1h15. J'ai dû parler pendant 3 à 4 heures. Simple. Et je vais m'arrêter de parler maintenant, on se laisse là-dessus. Je pense qu'il va y avoir un podcast qui va sortir dans le mois de janvier, parce que c'est vrai que je sors ça en décembre, j'enregistre en novembre et je sors ça en décembre. Mais là il y a un podcast un peu plus nihiliste, comme je le disais dans le podcast qui va sortir, un peu plus cru, j'ai déjà commencé à l'écrire, il sera un peu moins long. J'hésite à le sortir, on verra, mais je travaille dessus en tout cas, et merci à vous, et Merry Christmas encore une fois. Who's here? They're turning this peaceful little town.